Et donc pour, commencer, Oui. Jérôme, nous t'écoutons sur ta chronique Ticket to Teach, jouer avec le feu. Merci Florine. Alors moi j'avais plein de choses déjà à dire, à demander sur les. Arthur, je le demanderai après. Hein, Oui. sur. Donc c'est le troisième, la troisième option en général, hein, Ouais, l'option risquée oui, dans les jeux ouais, vidéo. généralement, ouais, ouais, c'est Ouais. ça, ouais, ouais. Et quand on veut suivre l'histoire bêtement pour le premier, Oui, c'est le premier, ouais. voilà. Donc bah, très bien. Donc c'était. Alors parce que aujourd'hui on va se plonger dans un sujet qui est très délicat et très dangereux. Eh bien, ce moment où le jeu dérape, où une intention ludique bienveillante se heurte à des sensibilités et va provoquer une véritable controverse. Pourquoi certains jeux créent-ils la polémique? Comment aborder des thématiques sensibles tout en maintenant un cadre respectueux des joueurs et aussi, j'ai envie de dire, d'une éthique générale? Et cela surtout dans un contexte éducatif. Et surtout, enfin, comment réfléchir collectivement à ces dérapages pour en tirer des leçons? Explorons ensemble donc toutes ces questions en nous appuyant sur des exemples concrets et aussi sur des perspectives philosophiques et éthiques. Alors, on va prendre l'un des exemples qui a fait un peu parler de lui dans la presse nationale et internationale avec la Famiglia, donc, car certains jeux de société font et ou ont fait l'objet de polémiques retentissantes. La Famiglia est un jeu allemand de 2024 sur les guerres mafieuses en Sicile. Ce titre a provoqué un tollé en Italie, où il a été, et en particulier en Sicile, où il a été perçu comme stigmatisant les Siciliens et banalisant une réalité sociale historique douloureuse. Notamment les victimes aussi de la mafia se sont dressées et ont été vent debout devant ce jeu qu'ils considéraient extrêmement insultant. On a d'autres exemples comme Golem, qui a été critiqué ici pour une appropriation culturelle insensible en transformant un mythe fondateur du judaïsme en une simple mécanique de jeu. Ces exemples montrent à quel point les thèmes choisis peuvent devenir des points de friction lorsque la création ludique manque de contextualisation ou de respect pour ses sources d'inspiration. D'autres jeux suscitent la controverse pour leur satire, comme par exemple Monopoly for Millennials, donc, qui est sorti en 2018, qui se moquait des jeunes générations et de leurs difficultés économiques. Ou encore un autre jeu peut-être encore plus connu qui s'appelle Secret Hitler. Donc quand on a un nom comme ça, on se doute qu'il y a un petit risque, hein. Si je faisais un jeu, voilà, et le jeu était 7 Hitler, je sais pas où. Voilà. En tout cas, Secret Hitler, ce jeu a été très critiqué pour son utilisation évidemment d'une période particulièrement sombre de l'histoire à des fins ludiques. Bien que ces jeux se revendiquent comme souvent humoristiques ou volontairement provocateurs, ils interrogent sur les limites de ce qui est acceptable dans un contexte ludique. Ces polémiques nous obligent à poser des questions fondamentales. Jusqu'où peut-on aller dans le choix des thèmes et ou des mécaniques de jeu? Quel est le rôle des créateurs et des joueurs dans la gestion de ces sensibilités-là? Paul Ricoeur, ça fait un moment que j'ai pas parlé d'ailleurs de Vladimir Mais oui, il nous manque. Jankélévitch. Il nous manque, mais en fait, il rentre pas tout à fait dans les chroniques. Mais donc, je vais parler de Paul Ricoeur, que j'aime bien par ailleurs. Donc, dans Temps et Récit, Paul Ricoeur souligne que toute narration porte une responsabilité éthique. Elle participe à la construction du sens collectif. Les jeux de société, par extension, en tant que forme de narration partagée, ne peuvent pas échapper à cette responsabilité. Lorsque le cadre narratif touche à des sujets sensibles, comme la colonisation, l'esclavage, les inégalités, une mauvaise exécution risque de banaliser ou de déformer des réalités qui sont complexes. Hannah Arendt, dans Responsabilité et jugement, rappelle que la responsabilité individuelle ne s'arrête pas à la seule intention. C'est pas parce que j'ai une intention qui est bonne que nécessairement ce que je vais créer va l'être. Appliqué au jeu, cela signifie que les joueurs ont eux aussi un rôle à jouer dans l'interprétation des thèmes et dans la manière d'éviter les dérapages en groupe. Enfin, un autre auteur, John Dewey, dans L'art comme expérience, eh bien, il définit l'expérience artistique comme un processus à la fois individuel et collectif, et cela influencé par le contexte social. Tout cela nous invite à penser le jeu comme une expérience dont la signification dépend autant de son design que de la manière dont il est reçu et partagé. En classe, l'utilisation de jeux controversés ou simplement mal interprétés peut poser de nombreux problèmes, surtout lorsque les émotions ou les sensibilités des apprenants entrent en jeu. On peut prendre par exemple le Puerto Rico, qui est un excellent jeu, un de mes jeux préférés, un des jeux les mieux notés dans Board Game Geek. Bah, ce jeu a été très souvent critiqué parce que il y a une représentation implicite de l'esclavage à travers la gestion des plantations. Ouais, on fait pousser des choses dans une plantation, mais évidemment, il y a quand même des gens qui doivent travailler dedans. Mais ça, on n'en parle pas. Et donc, ça peut évidemment poser un problème, en particulier
si soi-même, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, on a des connexions familiales et personnelles par rapport à ces sujets-là. Donc si ce jeu est utilisé sans explication préalable du contexte historique et des choix du game design, cela peut provoquer un malaise, voire plus, chez certains joueurs ou certaines joueuses. Alors comment encadrer ces situations? 1. Il faut choisir avec soin les jeux proposés. Privilégier des jeux sans thème controversé lorsque le cadre ou le public ne permet pas une discussion approfondie. Il y a des exemples de jeux abstraits ou partiellement abstraits comme Splendor par exemple ou Codenames. Là, ça offre une expérience qui est engageante et il n'y a généralement pas de risque de heurter des sensibilités. On peut aussi, deuxième possibilité, contextualiser les thèmes. Lorsqu'un jeu aborde une thématique complexe, présenter le contexte avant de jouer. Cela inclut une discussion sur les choix de design et les mécaniques implicites. Par exemple, avant une partie de Secret Hitler, discuter la manière dont les régimes totalitaires manipulent les masses pour s'élever. Ce titre-là, le jeu peut devenir un élément d'illustration qui sera certainement approprié de façon plus correcte et plus respectueuse. 3. Favoriser la métacognition. Engager une discussion post-partie, débriefer, pour analyser les ressentis des joueurs et des joueuses, les dynamiques sociales qui ont émergé et les éventuelles tensions. Cette démarche permet de transformer une situation potentiellement conflictuelle en un moment d'apprentissage. Enfin, 4. Il faut responsabiliser à tout prix les participants. Sensibiliser les joueurs à leur propre rôle dans l'expérience. Par exemple, pour éviter les blagues ou les comportements qui pourraient exacerber une situation délicate, notamment dans les jeux de rôle où les interactions sont souvent spontanées et improvisées. Pour conclure, donc les jeux de société sont des outils puissants pour apprendre, se divertir et créer du lien, on le sait. Mais leur potentiel narratif et social peut aussi devenir une source de tension lorsqu'ils touchent à des thématiques sensibles. Comme le disait, il n'est pas là mais je le salue, Benoît, parce qu'il aime bien faire conclure avec une petite citation, mais comme le disait Hannah Arendt, la responsabilité est le prix de la liberté. La responsabilité est le prix de la liberté. Donc en tant qu'éducateur, enseignant, joueur ou créateur, nous avons le devoir d'être attentifs à la manière dont les jeux sont conçus, choisis et ensuite utilisés. Alors faut-il jouer à des jeux sans thème explicite pour être tranquille? Peut-être que la question ici n'est pas d'éviter les sujets sensibles, mais donc de les aborder avec intelligence et empathie, en transformant chaque partie en une opportunité évidemment d'apprentissage et de dialogue. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense qu'il y a plein de questions qu'on a envie d'aborder en t'écoutant.